Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est en réalité la deuxième partie d'une vidéo que j'ai réalisée il y a plusieurs mois maintenant. Ça devait être au printemps que je l'ai sortie, qui est sur comment se mettre à l'Ayurveda. La première vidéo était donc un premier niveau, comment se familiariser avec l'Ayurveda. Je te laisse aller la regarder si tu ne l'as pas déjà vue parce que là je vais aller dans la continuité de ce que j'ai dit, donc je ne vais pas reprendre les points que j'ai abordés dans la première vidéo. Mais bon, de manière générale, on avait parlé d'alimentation, on avait parlé de sport, on avait parlé de sommeil, on avait parlé de plein d'autres choses. Et le sujet de cette vidéo, ça va être donc la partie 2, donc j'ai encore 10 autres conseils à te donner si tu veux aller encore plus loin dans ta pratique de l'Ayurveda. Si ce mot t'est totalement inconnu, bienvenue déjà dans le monde de l'Ayurveda. Et j'ai fait une vidéo entière sur le sujet de ce qu'est l'Ayurveda, la médecine ayurvédique, ce qui est une médecine ancestrale indienne. Et je rentre beaucoup plus dans les détails sur ce que c'est vraiment dans cette vidéo. Donc je te laisserai aller regarder, je la mettrai bien sûr ici et en barre de description. Donc premier point que je n'ai pas abordé dans la première vidéo parce qu'il y avait d'autres choses pour moi à voir avant ça. Là, ça va être important si on veut aller un peu plus loin dans le fait de pratiquer l'Ayurveda dans sa vie en général, c'est connaître les 3 doshas. Les doshas, ce sont les énergies de l'Ayurveda ou les humeurs, on peut aussi les appeler comme ça, qui se réfèrent un peu, on pourrait les comparer aux humeurs hippocratiques dans la médecine d'Hippocrate, dont il est le représentant, on va dire. Et en Ayurveda, on en a 3. Et ces 3 doshas, ils sont vraiment essentiels à connaître puisque c'est les principes de base de tout ce qui nous entoure après les éléments. Donc je t'avais parlé un petit peu des éléments dans la dernière vidéo, donc la première partie. Et j'ai aussi fait une vidéo entière sur les 5 éléments pour rentrer dans le détail, comment ils se manifestent dans notre vie d'un point de vue très concret. Dans cette vidéo, je vais beaucoup te référer à d'autres vidéos si je les ai déjà réalisées, tout simplement pour pas qu'on ait une vidéo de 2 heures et que tu puisses toi après approfondir si tu as envie sur les sujets dont je vais parler. Donc je disais, les 3 doshas. On va avoir donc Vata, Pitta et Kapha. Si tu n'as jamais entendu ces mots-là, ça va peut-être être compliqué de comprendre la suite, mais tu peux rester, je vais les expliquer très rapidement. Vata, c'est un dosha, donc on appelle un défaut ou ce qui peut être corrompu, c'est ce que ça veut dire le mot dosha. C'est une énergie dans notre corps qui est responsable de la circulation, du mouvement, de tout ce qui bouge en fait dans notre corps. Donc c'est aussi le système nerveux, la circulation sanguine, les mouvements volontaires comme avec nos muscles, mais aussi involontaires comme par exemple le transit. Il a des qualités dont je vais te parler juste après, qui sont donc le sec, le froid, le mobile, il va être aussi instable. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Il est léger. Et toutes ces qualités lui donnent donc un caractère très particulier qui fait que c'est Vata dosha. Ensuite, on va avoir Pitta dosha, qui est un dosha qui est constitué essentiellement de feu et d'un petit peu d'eau. Et lui, il va être responsable de la digestion, de la production de chaleur, de la transformation en général dans le corps. Donc ça va être par exemple la transformation d'aliments ou alors la transformation d'informations. Quand on apprend quelque chose, on a besoin de le transformer au niveau intellectuel pour pouvoir se l'approprier. Et tout ça, c'est le rôle de Pitta dosha. Et lui, ses qualités, ça va être plutôt donc chaud, il va être aussi léger, il va être légèrement gras, il va être pénétrant. Et donc toutes ces qualités, ça forme le dosha Pitta. Et enfin, on a le dosha Kapha, qui est un dosha lourd, qui est un dosha gras, qui est un dosha stable, puisque Kapha va être responsable dans le corps de tout ce qui est construction, structure, que ce soit via les os, via les muscles, via les matières grasses, mais aussi le lien. Donc par exemple la lubrification des articulations, les tendons, la lubrification de la peau, des yeux, des muqueuses en général, tout ça, ça va être le rôle de ce dosha-là. Et lui, il est composé essentiellement de terre et d'eau. Donc voilà, je n'irai pas plus loin dans les doshas, j'en ai parlé aussi dans ma vidéo sur l'Ayurveda, donc si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à la regarder. Mais c'est vraiment important de comprendre ces 3 doshas puisque c'est grâce à cette notion-là qu'on va comprendre la constitution de naissance, dont je vais te parler juste après. Donc le deuxième conseil que je pourrais te donner si tu veux te mettre à l'Ayurveda, c'est bien sûr de connaître ta constitution de naissance. C'est une question qu'on me pose beaucoup et qu'on pose beaucoup en général dans le monde de l'Ayurveda, c'est quels sont mes doshas? C'est un peu réducteur à dire, mais on a tous les 3 doshas en nous, puisque comme tu l'as compris, ils ont chacun une fonction essentielle.
mais ils vont être dans des proportions différentes qui font qu'on va avoir un corps différent, une manière de penser différente, un état d'esprit de manière générale qui est différent. Et donc chacun, on a une constitution qu'on appelle de naissance qui ne change pas au cours de la vie. Celle-ci, elle est vraiment ancrée en nous, c'est notre ADN, il ne change absolument pas. Par contre, on va pouvoir développer des déséquilibres d'un ou plusieurs doshas au cours de notre vie par-dessus cette constitution-là. Et pourquoi c'est important de la connaître? Parce qu'elle va nous permettre ensuite, si jamais on n'est pas particulièrement déséquilibré, d'adapter notre mode de vie à qui l'on est, à nos besoins. Parce qu'on sait que si on a par exemple Kapha qui est majoritaire dans notre constitution de naissance, on va plus facilement faire des déséquilibres comme de la rétention d'eau, comme de la prise de poids, comme de la léthargie, les difficultés à se lever le matin. Et c'est plus facile à anticiper du coup parce qu'on sait que c'est dans notre nature entre guillemets, alors qu'une personne Vata va être plus facilement anxieuse, va plus facilement souffrir de constipation, d'insomnie, et une personne Pitta va facilement faire des inflammations, des problèmes digestifs notamment, mais aussi des boutons, des problèmes au niveau de la peau de manière générale. Donc si tu veux savoir comment un praticien définit la constitution de naissance d'une personne, je te renvoie encore à une vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps sur la consultation en Ayurveda. J'ai essayé vraiment d'être assez complète dans cette vidéo et il y a toute une partie sur la définition de la constitution de naissance, comment on fait, voilà, quelles sont les questions que le praticien va poser, etc. Troisième conseil, ça va être de connaître les 20 qualités, les 10 paires, puisqu'elles vont par paires, qu'on appelle les Gurvadi Gunas. Gunas, ça veut dire qualité. Et Gurvadi, Guru, ça veut dire lourd, c'est une des qualités. Et ensuite, Adi, ça veut dire et les autres. Donc la qualité Guru et les autres. Et donc je ne vais pas rentrer dans le détail bien sûr dans cette vidéo puisqu'il y en a une qui couvre tout ce sujet-là avec toutes ces paires de qualités, comment elles s'appliquent dans l'alimentation, dans la vie en général. Par exemple, un exemple tout bête, c'est le chaud qui va être une qualité qu'on va retrouver dans le soleil, qu'on va retrouver en été, le midi, dans des aliments comme le piment, les épices en général, le chocolat. Voilà, pour faire un petit exemple. Un autre exemple, ça va être la qualité légère. Donc le léger, on va le retrouver dans tout ce qui est déshydraté, comme des cracottes ou des pains de maïs ou du popcorn. On va encore retrouver la qualité légère dans la plupart des végétaux à feuilles, les légumes verts notamment. Et en thérapeutique, on va utiliser cette qualité quand c'est nécessaire et notamment quand la personne a trop de la qualité opposée. Donc si la personne a trop de lourdeur, on va essayer d'intégrer des éléments légers dans sa vie, pas que son alimentation. Dans sa vie autre, ça pourrait être par exemple dormir moins longtemps. Si la personne dort trop, ça va être faire un certain type d'exercice physique pour amener de cette qualité légère. Ou encore utiliser des encens, des fumigations qui vont être aussi plus légers. Quatrième conseil, c'est quelque chose que ça fait rire beaucoup quand j'en parle, mais en réalité c'est hyper utile et notamment en Ayurveda, pour moi c'est essentiel, enfin même si on ne fait pas d'Ayurveda c'est essentiel, c'est de observer ses urines et ses selles et de manière générale tout ce qui sort de notre corps ou ce que notre corps nous montre. Pourquoi les selles et les urines particulièrement? Parce que de une, ce sera beaucoup plus pratique pour les décrire quand on se retrouvera en consultation et que je te demanderai comment sont tes selles et tes urines, parce que beaucoup ne savent pas. De deux, parce que ça permet de comprendre comment fonctionne ton corps à un moment donné. Si tes selles sont trop dures, si elles sont foncées, tu vas reconnaître qu'il y a peut-être du dosha Vata qui est aggravé. Si tu as des selles au contraire plutôt molles et plutôt orangées, ça va être plutôt Pitta, etc. Et dans les urines, on va pouvoir voir des signes comme une couleur jaune assez marquée ou des odeurs ou de la mousse aussi certaines fois. Donc là, ça va être intéressant d'observer vraiment au moins une fois par jour, le matin par exemple, mais idéalement à chaque fois, comment sont nos selles, nos excrétions de manière générale. Parce que oui, ça ne nous indique pas seulement les doshas, ça nous indique aussi l'état de notre feu digestif et notre métabolisme en général, donc Agni. Puisque comme si tu me suis un petit peu sur les réseaux et que tu connais un peu l'Ayurveda, tu dois savoir que c'est un élément clé en thérapeutique ayurvédique et de manière générale dans la vie de maintenir un métabolisme bon. Parce que c'est ça qui permet la santé en fait. C'est ce qui permet une bonne immunité, une bonne digestion, une bonne transformation, que ce soit au niveau physique et au niveau intellectuel ou émotionnel.
Depuis que je fais de l'Ayurveda et que je cuisine par exemple et que je me mets de l'huile sur les mains ou ce genre de choses, je vais pas tout de suite essayer de me laver les mains pour la retirer. J'ai remarqué que je vais avoir tendance à me masser parce qu'en Ayurveda on utilise énormément les huiles. On en met partout, partout, partout. Je ne rigole pas. Quand on décrit un peu la routine du matin, la routine journalière en Ayurveda, on se rend compte qu'on en met vraiment partout. On l'utilise que ce soit dans l'alimentation, mais aussi sur la peau, dans la bouche pour faire le bain de bouche à l'huile. On va l'utiliser même dans les yeux, dans certaines pratiques, dans le nez pour faire une oléation des narines, dans les oreilles. On peut vraiment en mettre partout. C'est hyper intéressant, il y a des bienfaits très intéressants, notamment quand on se masse. Et là, ça va faire partie du conseil que je te donne. Utilise des huiles plutôt que des crèmes ou des lotions. Alors ça peut être une bonne chose, surtout en fonction de la sécheresse de ta peau. Souvent les personnes qui ont une peau très sèche bénéficient vraiment bien des huiles parce qu'elles sont vraiment très très nourrissantes. Donc là c'est hyper intéressant de les utiliser. C'est mieux de savoir quelle huile en fonction du déséquilibre qu'on a ou de notre constitution. Et se masser, c'est vraiment le conseil de base, j'ai envie de dire, en Ayurveda à l'huile. Puisque en sanskrit, le mot huile veut aussi dire amour. Parce que le fait de se masser, de mettre de l'huile, la qualité, parce que là c'est encore une des 10 paires de qualité, la qualité onctueuse et grasse est essentielle dans le sentiment d'amour, le fait de se sentir entouré, cajolé, et tout va ensemble, littéralement. Donc notre état émotionnel va aller avec notre physique. Et là, si jamais tu n'as pas envie de pratiquer ce qu'on appelle abhyanga, c'est-à-dire appliquer de l'huile sur tout ton corps et ensuite aller prendre ta douche, parce que ça peut être un peu laborieux, peut-être que tu n'as pas le temps, et peut-être que ta peau n'en a tout simplement pas besoin, puisque tu n'as pas forcément une peau sèche. Et une pratique qui est très très conseillée en Ayurveda, c'est de se masser les pieds avant de se coucher. Puisque les pieds sont une zone qui est, tu l'as sûrement vu, naturellement plus sèche que le reste du corps, mais surtout, c'est une zone de réflexologie hyper importante. Il y a des milliers et des milliers de terminaisons nerveuses sous le pied. Et c'est ce qui nous porte toute la journée. Donc c'est vraiment important d'en prendre soin et de leur rendre un petit peu honneur le soir avec un petit peu d'huile et de prendre le temps de les masser. En général ça fait beaucoup de bien, ça calme bien le système nerveux, donc c'est une pratique que je te recommande vivement. 6e conseil, ça va être sur l'esprit, l'état d'esprit. L'esprit en sanskrit se dit manas. Il se trouve dans le cœur, selon l'Ayurveda. Et son rôle, ça va être de réceptionner toutes les informations qu'on capte via nos 5 sens, de les collecter pour ensuite les envoyer à l'intellect qui lui va les analyser. Pourquoi c'est important de comprendre son fonctionnement et d'en prendre soin? Parce qu'en fonction des pensées ou des émotions qui l'habitent, on va percevoir le monde d'une manière très différente. Donc si on a de la tristesse par exemple, on va avoir tendance à tout imbiber, tout ce qu'on perçoit, l'imbiber d'une grisaille un petit peu de cette tristesse. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? L'esprit il va envoyer cette information à l'intellect. Et l'intellect va se dire, attends, c'est de la tristesse qui est là, qu'est-ce que ça fait là? Alors qu'en fait, à la base, c'est juste une information qui nous est véhiculée via nos 5 sens. Donc, pareil, c'est un sujet tellement vaste que je ne pourrais pas l'aborder en détail dans cette vidéo. Et j'ai fait une conférence lors de la journée de l'Ayurveda qui s'est passée en ligne et elle est sur ma chaîne YouTube. Je te la mettrai aussi en barre de description si tu veux approfondir le sujet. Parce que selon moi c'est un sujet essentiel de notre santé qu'on oublie beaucoup. Moi j'appelle ça l'hygiène émotionnelle tout simplement, mais bon on peut l'appeler comme on veut, c'est juste le fait de faire attention à ses pensées, à ses émotions et prendre soin de soi à l'intérieur et à l'extérieur pour qu'on garde cet esprit apaisé, équilibré tout simplement. 7e conseil, ça va être d'ajouter des épices et des aromates dans tous tes plats. Là, ce que je veux dire, c'est pas qu'il faut que tu commences à manger indien, c'est qu'il faut que tu mettes des choses qui stimulent ton feu digestif dans tes plats. Après, c'est bien sûr un conseil à adapter aux constitutions, au déséquilibre, à la saison, à tes besoins. Mais ça reste un conseil que je donne très 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 souvent puisque c'est vraiment un essentiel. Et bien sûr, donc les épices, c'est pas que le curry, c'est pas que le gingembre. On a nous plein d'aromates en France qu'on peut utiliser. On va avoir les condiments qu'on classe dans la famille des épices, mais c'est plutôt pour dire quelque chose qui stimule le feu digestif. Donc par exemple l'oignon, l'ail, les échalotes, tout ce qui va être ciboulette, persil, romarin, enfin tout ce qui est herbes, aromates. Et c'est hyper intéressant de les ajouter dans les plats. Parce qu'en Ayurveda, on a besoin de 6 goûts. Et ces 6 goûts sont essentiels à avoir. On a le sucré, on a l'acide, on va avoir le salé,
On a l'astringent, l'amer et le piquant. Et il nous faut ces 6 goûts dans l'assiette. Pas en même proportion, mais il nous faut quand même les 6. Et souvent, les épices permettent d'ajouter un peu d'amertume, un peu de piquant, qu'on n'a pas souvent dans notre alimentation. Et en plus, ça permet de faire d'un plat très simple quelque chose de très recherché et de très différent. On peut utiliser les mêmes ingrédients de base, mais en fonction des aromates et des épices qu'on va choisir, ça va tout changer dans le goût. 8e conseil, et là je vais encore te renvoyer une vidéo. Je suis désolée, j'arrête pas de le faire, mais en même temps j'ai fait du contenu déjà sur le sujet et je peux pas tout traiter dans cette vidéo, donc je te renvoie encore à une autre vidéo. Ça va être de remplacer le beurre par du beurre clarifié ou du ghee. Le beurre clarifié en Ayurveda, il a les propriétés du beurre, sauf qu'il est beaucoup moins lourd, qui supporte beaucoup mieux la cuisson et la chaleur. C'est du beurre auquel on a retiré tout, on garde que le gras en fait, on garde que la partie huileuse du beurre. Déjà, il peut se conserver hors du frigo, on le conserve pendant des années, voire des centaines d'années. Il s'améliore avec le temps. Il est refroidissant, donc il permet d'apaiser tout ce qui est inflammation tout en stimulant la digestion et le métabolisme. Et c'est une des meilleures graisses pour les doshas, notamment Pitta et Vata. Donc je ne peux que te recommander d'essayer, juste pour voir. Tu vas voir que le goût est très sympa. C'est très simple à faire. Si tu n'as vraiment pas envie de le faire, tu peux toujours en trouver dans certains magasins bio. Mais ça n'a pas le même goût, je trouve. C'est bien meilleur quand on le fait soi-même et c'est assez simple. J'ai fait une vidéo pour vraiment t'expliquer étape par étape comment le réaliser, comment vérifier qu'il est bien fait, comment le conserver. Donc je te laisse aller voir ça si c'est quelque chose qui t'intéresse. Un 9e conseil, ça va être de te familiariser avec la dualité solilunaire. Donc c'est des emblèmes qu'on utilise, c'est des symboles, je pourrais dire, qu'on utilise en astrologie, mais qu'on utilise aussi, mine de rien, en Ayurveda et en yoga beaucoup. Donc la salutation au soleil, la salutation à la lune, parce que ces deux emblèmes ont une représentation très importante dans nos vies, puisque ça gouverne littéralement toutes nos journées et toutes nos nuits. Donc la journée est gouvernée par le soleil et la nuit par la lune. Mais ça ne va pas s'arrêter à ça. L'énergie solaire, c'est tout ce qui est notre confiance en nous, qui en est vraiment. En astrologie, ça représente l'âme dans le thème natal. C'est aussi la relation au père, à l'autorité aussi, à la loi, au pouvoir et le pouvoir qu'on a sur nous et sur les autres. Donc c'est vraiment un emblème extrêmement important. C'est bien sûr un emblème très masculin, très yang, alors que la lune, à l'opposé, va être une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus froide aussi, qu'on associerait plutôt au yin, et qui va représenter notamment le sommeil, mais aussi la relation à la mer. Et dans notre thème natal, ça va aussi représenter notre destinée, comment on veut se sentir pendant notre vie. En fait, c'est vraiment nos émotions. La lune est très reliée à l'esprit, donc à nos pensées et nos émotions. Donc c'est important de comprendre ces emblèmes-là et cette dualité pour voir si on penche un peu plus d'un côté ou un peu plus de l'autre et essayer de se rééquilibrer comme ça. J'ai pas encore fait de vidéo à ce sujet, mais tu peux trouver une vidéo sur l'énergie féminine et masculine où j'ai un peu abordé ces deux astres-là. Je te laisserai aller regarder. Et enfin, 10e conseil, c'est sur la spiritualité védique pour le coup. Pourquoi je te parle de spiritualité dans une vidéo sur l'Ayurveda et l'hygiène de vie? Parce qu'en Ayurveda, on considère que la spiritualité, elle a entièrement sa place dans l'hygiène de vie, dans notre santé, dans notre état quotidien. Et le mot spiritualité peut englober beaucoup de choses. On n'est pas obligé de devenir hindou ou devenir catholique ou peu importe la religion à laquelle toi tu t'associes ou dans laquelle tu te reconnais. On n'est même pas obligé d'adhérer à une religion du tout d'ailleurs. On va juste essayer d'avoir une pratique qui nous relie à cet élément en nous qui est un peu le plus pur, qui on peut appeler, alors il a plein de noms, on va l'appeler le divin, on va appeler le Dieu en nous. Personnellement, moi j'aime l'appeler la vie, tout simplement. Mais voilà, peu importe comment toi tu le formules, il faut savoir qu'en Ayurveda, ça fait partie des piliers de notre santé, de notre épanouissement. Et justement, il y a 4 piliers ou 4 pieds, on va dire, de cette spiritualité. Alors il y a plein de courants dans la spiritualité védique. Là, je te parle vraiment de ces 4 piliers-là. Je te laisse aller faire tes propres recherches si tu veux en savoir plus. Mais donc le premier pilier, ça va être le dharma. Le dharma, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en ce moment. Ça représente le chemin de vie, notre mission de vie, notre but dans la vie, ce pourquoi on est venu.
Ça veut aussi dire le devoir, ce qu'on doit faire, l'action juste, l'action appropriée dans une société notamment. Et le dharma, on doit le suivre puisque c'est une loi qui a été conçue pour notre bien. C'est pas une loi qu'on nous impose, c'est pas des règles qui viennent d'un dieu par-ci par-là qui fait ses règles sur l'homme. C'est des lois qui veulent notre bien. Et chacun, on a un dharma très particulier qui va dépendre de notre karma, donc de tout ce qu'on a emmagasiné dans ce qu'on peut appeler nos incarnations précédentes, ou en tout cas dans nos vies, dans notre vie, et qui va nous guider. C'est une carte. Elle va nous guider pour tout simplement nous montrer le chemin pour qu'on reste aligné avec ce pourquoi on est venu. Et le dharma, je veux revenir un peu là-dessus, c'est pas un métier, c'est pas une activité, c'est pas un domaine de vie, c'est toute la vie entière. Le dharma de quelqu'un, ça peut être tout simplement de fonder une famille, ou ça peut être de voyager un temps et puis ensuite de se poser et d'acheter une maison, ou ça peut être d'étudier pendant très longtemps, puis ensuite revoyager, puis ensuite réétudier. Enfin, un dharma, c'est pas une voie, c'est pas une seule chose, c'est un océan des possibles, j'ai envie de dire, dans lequel, si on est aligné avec nous-mêmes, on va pouvoir s'épanouir. Et donc, pour pouvoir réaliser notre chemin de vie, on va avoir besoin d'un autre pilier qui s'appelle Artha. Et Artha, c'est le pilier qui signifie les moyens, donc qu'ils soient financiers, corporels, émotionnels, donc tout ce qu'on va pouvoir nourrir, dont on va pouvoir se nourrir pour réaliser ce qu'on veut réaliser dans la vie, tout simplement. Donc comme je l'ai dit, ça peut être, souvent on l'associe à nos moyens financiers. On a besoin d'argent pour voyager, pour réaliser des projets, peu importe quels ils sont, mais on a aussi besoin de la santé. La santé, c'est un moyen. Si on ne l'a pas, c'est très compliqué d'agir dans la vie et d'être épanoui tout simplement. Dharma, ça va être aussi la connaissance qu'on va accumuler au fur et à mesure du temps qui va nous permettre d'exercer ce pourquoi on est bon dans la vie, dans la société. Le troisième pilier dans cette vision de la spiritualité védique, c'est Kama. Et Kama, ça représente le plaisir, le désir de vivre, l'amour d'être en vie, tout simplement, de manière très très globale. Ça va s'appliquer ensuite à plein de domaines. On va le retrouver notamment dans le mot Kama Sutra, qui est le plus connu, je pense, en termes d'utilisation de ce mot, mais c'est très très réducteur, puisque Kama, c'est le désir de vie, de manière générale. On ne peut pas suivre un dharma, suivre notre chemin de vie, si on n'a pas de plaisir à le faire. C'est hyper compliqué et c'est pas le but, en fait. On n'est pas venu ici pour souffrir. Alors, peu importe quelles sont tes croyances, peut-être qu'elles sont différentes, mais en tout cas, dans la spiritualité védique, on considère que l'homme a besoin d'avoir un certain plaisir à vivre, à faire ce qu'il fait, et ça ne doit pas devenir extrême, donc la recherche des plaisirs à tout prix, mais ça doit être présent tout de même. Et enfin, le dernier pilier, et quatrième pilier, on l'appelle moksha. C'est un mot que j'ai toujours beaucoup de difficultés à décrire parce qu'on n'a pas les mots en fait pour le décrire. On appelle ça la libération, le détachement, la liberté. On peut aussi l'appeler la mort dans un sens, puisque voilà, le moksha, ça représente le détachement de notre vie matérielle. Donc on n'est plus attaché à des résultats, on n'est plus attaché à des moyens, on n'est plus attaché même à des personnes, quand on le voit dans une vision très extrême, parce que c'est ça qui va permettre à notre âme de se libérer. Maintenant, on n'est pas tous faits pour être des moines dans la montagne enfermés dans des grottes, qui eux veulent expérimenter moksha à un niveau très très poussé, qui veulent se dépouiller de tout, qui n'ont plus rien en termes d'affaires, de relations, d'objectifs avec le monde extérieur, dans le but de transcender un peu leur existence physique, on va dire ça comme ça. Je suis désolée si je te perds un petit peu dans cette explication, surtout si tu n'as aucune notion de spiritualité ou en tout cas d'âme, bref, j'en perds mes mots. Peu importe, en tout cas, nous en tant que personnes totalement intégrées dans la société, c'est un choix qu'on a fait. Personnellement, je suis très heureuse de pouvoir vivre dans la société dans laquelle je suis. Elle a ses défauts, mais elle a aussi beaucoup d'intérêt. Ça me permet d'interagir avec toi, notamment, de faire des voyages, de rencontrer des gens, de pouvoir avoir un rôle dans le monde. Mais la notion de moksha est toujours présente, même dans ce cas-là. Ça va être notamment se détacher de tout ce qui nous rattache à un côté un petit peu trop matériel. Donc, peu importe, quand on a trop de matérialité, on va par exemple s'attacher trop aux objets, on va s'attacher trop aux relations, on va avoir du mal à se séparer des choses, on va avoir du mal aussi à se percevoir autre chose que juste un humain fait de chair et de sang.
Et moksha, c'est ça, c'est de transcender cette enveloppe-là pour essayer d'aller connecter des états un petit peu plus conscients, des états qu'on appellerait plus élevés, mais bon, peu importe le terme qu'on utilise. Et ça permet notamment, moksha, beaucoup de lâcher prise, ça permet beaucoup de compréhension du monde autour de nous. Les personnes qui ont un chemin spirituel presque psychique où elles ont des perceptions extrasensorielles ont souvent ce pili-là qui est très fort chez elles. Et c'est aussi la notion de paix intérieure, c'est-à-dire qu'on va ressentir qu'il n'y a plus... Les choses à l'extérieur de nous existent, on les voit, on va pouvoir interagir avec elles sans qu'elles nous impactent à chaque fois, sans qu'on réagisse à ces choses tout le temps, au niveau émotionnel ou au niveau intellectuel et encore plus physique. Donc c'est tout ça, la notion de moksha. Voilà, j'avais pas prévu de rentrer autant dans le détail dans cette vidéo, mais bon, c'est venu, donc je vais le laisser. En tout cas, j'aimerais t'en parler un petit peu plus prochainement sur la chaîne. J'avais parlé un peu de la notion de dharma dans une autre vidéo que je te mettrai là, que je te mettrai en barre de description, sur le dharma. Là, pour le coup, je l'avais centré sur le métier, mais les activités en général. Vidéo dans laquelle je t'expliquais que les choses que j'aimerais voir dans le monde, ce que j'aimerais que les gens s'autorisent à être, puisque personnellement, en tant que petit humain, je ne pourrais pas tout faire dans cette vie-là, même si j'ai pour ambition de faire beaucoup de choses. Je te laisse aller regarder cette vidéo si l'esprit t'en dit. Voilà, je vais m'arrêter là parce que cette vidéo est déjà bien longue. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et n'hésite pas, si tu ne l'as pas encore fait, d'aller voir la première partie de cette vidéo, surtout si tu débutes totalement en Ayurveda. Et je pense qu'il est important que je te parle de ça puisque tu dois en avoir marre de voir cette couverture à côté de ma tête dans la plupart des vidéos que je fais en ce moment. Mais c'est un outil essentiel pour incarner et expérimenter l'Ayurveda dans la vraie vie pour le coup. Je l'ai conçu pour ça, c'est donc un bullet journal sur le thème de l'Ayurveda qui te permet littéralement de vivre l'Ayurveda au jour le jour, de t'observer toi-même, de comprendre les notions de base de l'Ayurveda. Je te mettrai encore une fois toutes les vidéos qu'il faut si tu ne connais pas ce projet, les liens, comment te le procurer si tu ne l'as pas déjà. Et je ne vais pas te retenir plus longtemps, je te remercie encore d'être là. N'hésite pas à commenter, à aimer cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Déjà pour voir si elle t'a plu et ensuite pour pouvoir la recommander à plus de monde sur YouTube. À t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et je te souhaite plein de bonheur pour la suite, de prendre bien soin de toi et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.